Dans la catastrophe douce, les textes de philosophie. Alors, nous vivons pour l'instant comme une étrange catastrophe qu'on pourrait qualifier de catastrophe douce. Il est bien sûr terrible de la qualifier ainsi parce qu'elle est terrifiante pour le personnel hospitalier, harassé, débordé, surexposé au risque de mort, et d'abord pour celles et ceux qui meurent, et celles et ceux qui entourent ceux qui meurent. Elle l'est encore, quoiqu'autrement, terrifiante pour tous celles et ceux qui, comme on sait, s'exposent pour assurer de manière si peu visible le maintien des productions et des services pour que la vie puisse confiner pour ceux qui sont confinés, pour le plus grand nombre de ceux qui sont confinés. C'est malgré tout une catastrophe douce au sens où la catastrophe vécue, rupture violente, sidération, sentiment de vulnérabilité soudain, irréalité relative du monde d'avant, du seul monde jusqu'ici familier, ce monde auquel on ne pensait pas tant il paraissait indubitable. Bref, cette catastrophe vécue, si elle est réelle, n'abolit pas tout le monde. Ce n'est pas, pour l'instant et pour ce que nous en savons, la débâcle, un État effondré, une civilité déchirée, bref, ce qu'on pourrait appeler un monde cassé. Par exemple, bien que maintenant de certains endroits du monde nous arrivent de telles scènes, mais ici, pour nous, occidentaux, relativement protégés, ce n'est pas ces images comme les images de corps sans sépulture par centaines, voire par milliers, sur des routes où erraient des survivants. Nous ne sommes pas dans ce type-là de catastrophe. Nous sommes dans, oui, ce qu'on peut appeler une catastrophe douce. Et parmi les effets de bord, si je puis dire, qui sont permis par cette relative douceur, par la relative douceur de cette catastrophe pour nous, ici, maintenant, il faut prendre le soin de dire pour nous, ici, maintenant, parce que nous ne savons pas exactement ce que sera demain, et surtout parce qu'ailleurs, en particulier dans d'autres pays, par exemple les pays africains, l'inquiétude est très grande que cette catastrophe ne soit pas limitée à cette figure de la catastrophe douce que nous vivons actuellement. Mais enfin, pour nous, maintenant, parmi les effets de bord de cette catastrophe douce, eh bien, dès après la sidération, hein, le jour d'après, il y a eu le commentaire, l'analyse, le journal, etc. Et évidemment, ici, en produisant cette vidéo, je participe de ce long flot ininterrompu de textes, de paroles qui se déploient et qui accompagnent cette catastrophe. Flot de paroles aussi et de textes et d'images, favorisés bien sûr aussi par la situation de confinement. Alors, ce commentaire-là, hein, au sens le plus enveloppant du terme de commentaire de cette catastrophe, eh bien, quand je l'évoque, je ne pense pas simplement au flot ininterrompu des paroles sur les chaînes d'information continue, je parle des milliers de textes déjà disponibles, en particulier sur le web, à propos de cette crise profonde, des textes qui sont quasiment simultanés à la crise qu'ils commentent. C'est bien légitime, il y a tant de strates, tant de niveaux, tant de facteurs entrelacés, et tant de perspectives à adopter. Une fois que l'analyse sera faite, il y aura tant de conséquences à tirer. Il n'en reste pas moins que le Covid-19 met aussi à l'épreuve l'autorité des discours et des savoirs. À son occasion, l'efflorescence des discours rendus possibles par l'alphabétisation massive et les moyens technologiques d'inscription et de diffusion fait sentir toute son ambivalence. Il y a tant de discours,
des discours de chercheurs dans les disciplines scientifiques et technologiques concernés par ce virus de toutes les manières possibles, des discours de médecins, de chercheurs en sciences humaines et sociales, de chercheurs qu'on pourrait dire issus des humanités, de penseurs au sens le plus difficilement déterminable et néanmoins insistant que nous pouvons donner à cette notion de pensée, penseur, ceux qui pensent, penseurs, penseuses. Il y a aussi des textes politiques, de sujets qui interviennent en tant que qui représentent le champ du politique, des textes d'écrivains, des textes d'artistes, etc. Et aussi de tant d'autres scripteurs totalement indéterminés, indéterminables, qui s'autorisent à donner quelque chose. Un savoir précis, positif, une argumentation, une expérience, un sentiment, une opinion, un cri, voilà. Et donc, il y a une richesse indubitable de ce commentaire au sens le plus large du terme, qui est simultané à la crise même et à la catastrophe que nous vivons. Une richesse indubitable, mais aussi un anonymat et une précarité de chacune de ces paroles déjà recouvertes par tant d'autres. Fil Facebook, fil Twitter, fil des mails, chaînes YouTube, etc. Fils et fils qui se dévident indéfiniment et trop vite, noués en une toile liquide sans orientation. Évidemment, il existe des outils numériques pour tenter de s'y repérer. Mais au bout du compte, il y a quand même un effet de vertige et il est bien difficile de méditer le sens de tout cela. On a beaucoup plus affaire à des data, des données, sauvegardées, éventuellement gouvernées efficacement pour produire des effets. Peut-être qu'on pourra produire des résultats très intéressants avec des analyses produites par des outils numériques à propos de tous ces discours, et pas simplement ces discours, toutes ces images, etc. qui se déploient actuellement. Alors, ambivalence, parce qu'il y a bien sûr du bon, pour le dire simplement, on va le dire comme ça, du bon, du moins bon, et aussi du mauvais, en termes de compétences, en termes de rigueur, en termes de perspicacité, en termes d'honnêteté, en termes et on pourrait aborder les choses de plein de points de vue. Il y a donc du bon, du moins bon, du mauvais dans l'abondance de ces discours, et évidemment aucun système d'autorégulation ne garantit que le meilleur ne soit reçu ou soit le plus reçu, ni même, parce qu'on me dira à juste titre, mais alors qui décide et comment décider du meilleur, ni même qu'on discute sérieusement de ce qui pourrait être retenu comme le meilleur, ni même et tout simplement que la diversité des perspectives soit effectivement perceptible. Perte de valeur des paroles données par multiplication et inflation, paroles sans efficacité ou de si peu d'efficacité ou à l'efficacité ambiguë, virale précisément, alors affective plutôt que réflexive, même s'il y a bien sûr beaucoup de naïveté à se fier à une telle dichotomie sans plus de précaution. La question compte et comptera toujours dans ce monde croulant sous le poids de ces paroles et de ces textes. Qu'est-ce qu'une parole qui vaut ? Qu'est-ce qui décide de son autorité, si je puis dire, son autorité sans tyrannie ? Cette question, j'en restreins immédiatement la portée parce que je veux demander juste ici, qu'est-ce qu'un texte de philosophie ou une parole philosophique qui compte ? Comment la reconnaître ? Comment la choisir ? La question est très naïve. Parmi ces milliers d'autres qui se présenteront peu ou prou comme pouvant relever de cette appellation, une approche philosophique de ce qui nous arrive. C'est que l'inflation des textes écrits ne concerne pas simplement l'arène de l'expression médiatique, au sens le plus large du terme. Ça fait longtemps qu'elle se déploie dans le champ du savoir en général, et du savoir philosophique tout aussi bien, et en particulier académique.
Il n'est pas lieu, je ne vais pas épiloguer ici sur les multiples facteurs qui se combinent et nous mènent en ce point, mais on ne peut que constater la multiplication exponentielle des textes en circulation qui passent très largement la capacité d'attention disponible. Des textes plus souvent comptés que lus et réfléchis. Alors, comment reconnaître un texte qui vaut le coup d'être publié et lu, du moins en philosophie, ou du moins dans une approche philosophique? Par exemple, et je ne choisis pas cet exemple au hasard maintenant, qu'est-ce qui recommande la lecture de tel texte de philosophie pour nous orienter parmi les multiples perplexités engendrées aujourd'hui par ce que l'on peut appeler la ou les technosciences? Depuis plusieurs années maintenant, dans les milieux académiques, se renforce à certains égards, évidemment à juste titre, l'exigence d'expertise, de compétences technoscientifiques pour autoriser une parole philosophique. C'est absolument légitime d'un certain point de vue. On se méfie d'un discours qui serait trop général, qui ignorerait le détail positif de ce dont il parle, quand on parle du numérique, ou quand on parle des nanotechnologies, et qui serait très vite suspect de donner quelques assertions vagues au prétexte de la montée en généralité. Au bout du compte, on parlera du monde ou de l'existence en général. Ou pire, qui sera suspect de ne promouvoir qu'une vision du monde. Une vision du monde arbitraire, voire une opinion de sens commun revêtue des oripeaux de la langue philosophique. Ou pire, une idéologie au sens le plus négatif du terme. Et c'est pourquoi on aura tendance à exiger d'un philosophe qu'il soit d'abord un épistémologue extrêmement instruit, d'une pratique très spécialisée, des neurosciences, des nanotechnologies, du nucléaire, de l'intelligence artificielle, etc., etc. Cette exigence, elle est absolument légitime, et il faut lui faire droit, et il lui est fait vraiment droit aujourd'hui dans le monde académique. Il n'en reste pas moins qu'au sein des savoirs qu'elle veut nous garantir, eh bien, il y a comme un savoir qui nous manque. Je voudrais partir d'un fait qui m'a frappé la veille de la décision du confinement, il y a maintenant un mois environ, en vue de limiter l'épidémie, ou la pandémie, je me suis rendu au comité de rédaction d'une revue qui mêle diverses approches disciplinaires, des sciences naturelles, des sciences formelles, des sciences sociales, etc. Et nous sommes réunis dans un laboratoire d'IA, d'intelligence artificielle de pointe. Et je suis frappé par une chose, c'est que nous en étions tous au même point en termes de non-savoir, en termes d'incrédulité, de pressentiment, etc. Et il faudra sans doute effectivement analyser de près ces non-savoirs-là. Alors vous me direz peut-être qu'il aurait fallu se trouver bien plus tôt dans un laboratoire de virologie où on étudie vraiment les virus, et que là j'aurais été auprès de gens plus instruits. C'est sans doute vrai. Mais ce que cela me semble, sinon confirmé, du moins exemplifié, c'est ce que l'on sait, c'est que dès que l'on s'approche des situations précises, singulières, alors s'ouvrent des zones d'incertitude chez les experts eux-mêmes. Alors, et il y a même des experts, effectivement, comme vous le savez, il n'y a vraiment pas de consensus actuellement sur les différents savoirs à propos de ce virus. C'est bien normal, ce savoir est en train d'être construit. Et certains, juste avant le confinement en France, évoquaient encore une grippe ou une grippette parmi les experts eux-mêmes. Mais par ailleurs, la fragmentation des savoirs fait que dès que l'on est spécialiste d'un autre savoir scientifique, on a toute chance d'être aussi loin du cœur de ce savoir que vraiment la personne de Monsieur tout le monde, Monsieur, Madame tout le monde. Bon. Alors, je ne veux pas ici souligner
les limites du savoir scientifique ou l'incertitude qui ourle les certitudes établies. Je veux pas souligner les limites des capacités technoscientifiques de prévision, de gestion. Je veux pas m'arrêter non plus, parce que ce serait évidemment il faut le rappeler, mais je ne veux pas m'arrêter sur cela, qu'au-delà de toutes les critiques, alors il y aura des critiques non légitimes, mais il y aura aussi évidemment des critiques absolument légitimes qui seront formulées quant à la prévision, à la gestion de cette crise-ci que nous vivons. Et des critiques qui seront formulées quant aux dogmes et aux modèles économiques et sociaux qui l'ont favorisé. Eh bien, au-delà de toutes ces critiques-là, il faut évidemment prendre acte qu'il y a de la limite, de la vulnérabilité, de l'incertain en bien comme en mal, de la catastrophe possible, et qu'il sera toujours naïf pour des êtres finis de demander une assurance immunitaire anti-catastrophe absolue à l'État, et d'abord aux sciences et aux techniques. D'autant plus que l'on sait que ces dernières, les sciences et les techniques, eh bien, produisent des bienfaits, mais aussi inéluctablement et nécessairement des risques inédits, nouveaux, et du même mouvement. Bon. Alors, je ne veux pas m'arrêter ici, effectivement, sans doute ce virus, eh bien, sa propagation a-t-elle été favorisée par ce monde technoscientifique dans lequel nous nous inscrivons tous. Bon. Voilà. Alors on pourrait multiplier effectivement toutes les perspectives sur ces savoirs qui nous manquent. Mais ce ne sont pas de ces savoirs-là que je veux parler, eux-mêmes très divers entre eux. Non, quand je dis un savoir nous manque, eh bien, c'est un savoir que nul spécialiste, en tant que tel, ne peut formuler. Dans la multiplicité des savoirs technoscientifiques qui produisent tous, chacun et tous, dans leur complexité entremêlée, des effets de bouleversement en bien comme en mal, eh bien, un savoir nous manque. Ce savoir qui nous manque, c'est celui de l'allure de ce monde technoscientifique, sa physionomie, pour ainsi dire sa manière de se mouvoir. C'est celui de nos existences entrelacées et hybridées en lui. C'est celui de la justesse, de la timie, de la tonalité affective et du rythme pour l'habiter. Pour l'habiter et, malgré tout, en infléchir le cours. Eh bien, ce savoir est diffus et il est incertain d'une autre incertitude que celle que je nommais tout à l'heure. C'est pas la limite des différents savoirs spécialisés, ni la limite induite par la spécialisation de chaque savoir, ni même le constat qu'il y a de la limite ou qu'il y a de la finitude et que nous ne pouvons pas tout contrôler. C'est pas de cela que je veux parler. Je veux parler d'une autre incertitude. Je veux parler, oui, d'une autre incertitude. Ce savoir-là, il est profondément interrogatif. Il ne guérit pas les maladies, il ne détecte pas les terroristes, et il ne permet pas de dégager de la plus-value. Visiblement, il ne serait pas éligible au financement de la dite recherche scientifique aujourd'hui en France, par exemple, mais la France ne fait ici que se refléter, se mettre à la remorque des modèles internationaux. Si on lit d'ailleurs les rapports préliminaires, la programmation du budget de la recherche en France qui ont été formulés là en 2019, eh bien si on lit ces rapports-là, ce qui frappe, c'est que le savoir dont je vous parle, ce savoir qui nous manque, ce savoir interrogatif, ce savoir qui est incertain d'une autre incertitude que celle d'un manque de savoir que l'on pourra combler, eh bien, la production de ce savoir-là, eh bien, elle a tout simplement absolument disparu des radars de la gouvernance technoscientifique. C'est pas que ce savoir-là est malmené par elle, il n'existe pas. Ces rapports s'ouvrent par le constat suivant: la France a pris du retard dans la recherche scientifique. La recherche scientifique, c'est quoi? La recherche scientifique, c'est une recherche qui permet de produire de la plus-value. Bon,
Et un savoir scientifique, c'est un savoir qui, d'une manière ou d'une autre, produit de la plus-value. Ces rapports s'ouvrent comme ça. Bon. Il faut être absolument clair que ce type de définition de la recherche scientifique ignore absolument tout un pan de la production de savoir. Quelle production de savoir? Eh bien, ce savoir incertain et interrogatif sur lequel je veux revenir. Elle ignore ses rythmes, elle ignore ses exigences, elle ignore ses réquisites, elle ignore tout de lui. Il faut être très clair, hein, je prends cet exemple un petit peu, je ne le prends pas complètement au hasard, puisque le président de la République française a fait savoir combien il avait été important pour lui, avait été importante pour lui la fréquentation de Paul Ricoeur. Il est très certain qu'une œuvre comme celle de Paul Ricoeur ne serait ni financée ni reconnue, n'existerait simplement pas, absolument pas, mesurée à l'aune des unités de mesure du savoir scientifique aujourd'hui. Bon, je ferme cette parenthèse qui est plus qu'une parenthèse pour revenir vers ce savoir-là, ce savoir diffus, incertain d'une autre incertitude, interrogatif, ce savoir qui ne guérit pas les maladies, qui ne permet pas de dégager de plus-value, qui ne détecte pas les terroristes. Eh bien, il est si incertain que nous sommes inéluctablement incertains quant aux marques objectives qui pourraient nous permettre de le reconnaître lorsqu'il se présente. Que le consensus ne se fait que rarement à son endroit, et que pourtant, dans l'expérience de la lecture, il se dégage avec évidence. Je lis un texte, et ce qui compte, ce n'est pas la complexité de son registre technique. Par exemple, toute spécialisation a sa technicité, et la philosophie, comme la chimie, de ce point de vue. Ce n'est pas non plus la compétence d'expert qui compte. Je lis un texte, et ce qui compte, ce n'est pas sa capacité à dire des choses nouvelles, véritablement nouvelles, à décrire des contenus nouveaux dont je n'aurais jamais entendu parler. C'est pas sa capacité non plus à inventer des termes ou des concepts. Je lis un texte, il y a de fortes chances pour qu'il parle de ce dont on a 1000 fois parlé. La liberté, la mort, l'amour, les autres, la nature, la culture, etc. Même pour dire qu'il faut défaire ces catégories et partages, pour proposer de prendre les choses autrement. Et les mots mêmes qu'il emploie, ce texte, sont parfois usés, ils ne sont pas toujours nouveaux. Mais voilà que lorsque je le lis, ces mots se trouvent, pour ainsi dire, remonétarisés, rechargés d'une valeur nouvelle. Je lis un texte et je vois, à propos d'énigmes de sens 1000 fois parcourues, ce que je n'avais jamais vu jusqu'ici. Soudain, une configuration de signification apparaît, s'impose, et je ne puis plus rien voir comme avant. C'est un petit peu comme lorsqu'une fois entrevu, un motif qui aurait été jusqu'ici noyé dans un entrelac indistinct, ce motif se détache, et d'un coup, le tissu tout entier auquel il appartient se couvre d'un dessin inaperçu, et un dessin avec lequel il faudra désormais compter. Ce motif n'est donné à mon regard que parce qu'un autre regard, singulier et non interchangeable, avec une perspective inédite, eh bien un autre regard se partage. Et un texte, c'est ça, c'est le partage de cet autre regard. Un texte, je dirais, philosophique. Le texte a un rythme, une marque. On pourrait même parler à la limite de style. Et par la suite, je reconnaîtrai ce texte parmi d'autres, et je le reconnaîtrai au fond comme on reconnaît une posture corporelle, ou comme on reconnaît un pas dans l'escalier. Et ce texte, je pourrais le relire 10 fois, 100 fois, 1000 fois, à 50 ans, comme à 20 ans, je n'aurais pas tout compris, je n'aurais pas vu ceci ou cela. C'est ça, sa richesse. Exactement comme je n'épuise pas la présence, pourtant indubitable, de celles et ceux avec qui je partage l'existence vivante
depuis le parage de nos corps. Bénéfice subsidiaire, ce texte-là, il me donnera un regard et une voix pour parler. Lui en tant qu'entrelacé à un très grand nombre d'autres. Lui comme un parmi beaucoup d'autres. Et eh bien, je dirais que, vous allez me dire que j'ai beaucoup, que ma parole aura été très digressive. Oui et non, parce qu'au fond, mon point de départ, c'était celui-là. Comment, dans l'inflation des textes aujourd'hui, comment repérer ce qui compte? Comment repérer une parole qui compte? Eh bien, moi, quand je lis un texte, quand je commence la lecture d'un texte, quand je me lance dans un texte, quand j'ouvre un livre, quand je lis un texte sur Internet, eh bien, c'est à la recherche d'une évidence de ce type-là, du type de celle que je viens de décrire, que je suis. Ou plutôt, une telle évidence me tombe ou ne me tombe pas dessus. Nous vivons, et il faut le dire malgré les décadentistes de tout poil, une époque de hausse du niveau. Il y a des compétences, des expertises, une démocratisation de la capacité d'écrire des discours raisonnés. Techniquement, écrire et publier, eh bien, avec un ordinateur, un accès à Internet, rien n'est plus facile aujourd'hui. Mais on ne sait plus du tout ce que veut dire qu'un texte est publié. Nous en sommes là, tant de textes déjà noyés dans l'anonymat du web, déjà passés, déjà éventuellement archivés, et il n'y a pas assez d'yeux, il n'y a pas assez d'oreilles, il n'y a pas assez d'yeux, il n'y a, même si ces yeux se sont démultipliés eux aussi, il n'y a pas assez de conscience pour leur prêter vie. Au moins, même pour un petit moment. Et des textes compétents, savants, experts, parfois suffisamment rigoureux, eh bien, on en a profusion aujourd'hui. Hein. L'université, mais pas qu'elle, voilà, en produit beaucoup, et beaucoup d'autres sujets qui ne sont pas universitaires en produisent beaucoup, des textes qui ont toutes ces qualités. Texte sur texte, telle est notre époque. Mais parmi tous ces textes, seuls certains auront l'évidence que je viens de tenter de caractériser. Cette évidence qu'on ne peut déceler qu'en première personne et dans l'expérience de la lecture. Et bien voilà, ce qu'à l'occasion de cette catastrophe douce et un peu perdu dans le vertige de toutes les phrases, de toutes les paroles qu'elle suscite, bien voilà la réflexion que je me faisais. Comment s'y reconnaître, qu'est-ce que je cherche au fond quand je lis un texte, quel type de savoir je cherche au fond, en général, et à propos de cette catastrophe elle-même, quels sont les textes qui seront capables de me faire voir quelque chose de ce monde technoscientifique dans lequel nous sommes insérés et qui feront que jamais plus, sans jamais en avoir définitivement fini avec l'incertitude irréductible liée à ce type de savoir incertain, eh bien, quels sont les textes qui feront que jamais plus, malgré tout, je ne pourrai voir les choses comme avant.